séance spéciale, disons exceptionnelle du séminaire des coloniales universelles qu'on a co-organisé dans le cadre de ce petit coup de projecteur sur Fanon qui a été imaginé pour l'édition de cette année d'Afrique en Vision et qui du coup continuera demain à l'Utopia, justement dans le cadre du festival, avec la projection du film d'Abdenour, Mémoire d'asile. Donc aujourd'hui on regardera quelques petits extraits pour nourrir notre discussion. Et ensuite une table ronde qui demain portera spécifiquement sur la question de Frantz Fanon au cinéma et Frantz Fanon et le cinéma. Aujourd'hui par contre on va plutôt discuter ensemble de qu'est-ce qui veut dire s'engager en fait et réfléchir avec Fanon aujourd'hui, le mobiliser à la fois d'un point de vue scientifique, politique et artistique. Pour le faire, on a autour de la table Abdenour Zaza, donc réalisateur, né à Blida, qui travaille sur Fanon avec des va-et-vient depuis très longtemps. Le film qui est présenté demain, c'est son premier film sur Fanon qui date du début des années 2000, un documentaire. Et cette année, en 2024, il a finalisé son long métrage de fiction. Donc le titre est extrêmement long, donc je laisserai Abdenour le dire en détail. Sinon, on dit juste la version courte du titre Fanon. Et c'est cette fois-ci un film de fiction qui se concentre sur les années justement à Blida. On y reviendra en tout cas dans la discussion. On a ensuite Roberto Beneduce, professeur d'anthropologie médicale et à l'Université de Turin et directeur et fondateur du centre Frantz Fanon à Turin, un centre qui travaille à partir de l'œuvre de Fanon pour soigner et travailler sur les pathologies qui résultent en quelque sorte de l'expérience de la migration. Je ne sais pas si Roberto, c'est une bonne présentation, tu en diras sûrement plus. En tout cas, Roberto, avec tout un groupe de plus en plus grand de chercheurs, d'opérateurs, travaille depuis désormais presque, je dirais, 30 ans à Turin et aussi maintenant à Naples, justement sur ces questions. Et puis, il y a un travail théorique très important et un travail ethnographique qui a été conduit dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine. Et finalement, Silver Mondoboari, figure bien connue dans le cadre de ce séminaire, puisqu'il en est co-organisateur, professeur de littérature comparée, littérature francophone, ici à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui nous a fait le plaisir d'accepter l'invitation à un petit peu lancer cette discussion. Donc, pour vous présenter un peu l'organisation de séminaire, on va commencer en donnant la parole à Silver qui fera un peu une introduction en engageant notamment un texte qui vous a été proposé pour ce séminaire de Roberto. Et on fera un premier retour à partir de ce que Silver nous dit avec nos invités. Ensuite, on utilisera des extraits du film pour aller explorer des aspects spécifiques, disons, de l'œuvre de Frantz Fanon. Je vous remercie encore beaucoup d'être ici. Je passe la parole à Silver. Silver, il faut utiliser le micro par contre pour les gens qui sont à la maison. Ou celui-là, si tu peux le dire. Il faut le rallumer. Je crois que c'est mieux. C'est mieux celui-là, d'accord. À le télé, voilà. J'ai les mains libres. Oui, donc je tiens à remercier Alessandro pour l'organisation de cette séance. Et bien sûr, Dana aussi pour l'invitation de nos collègues ici présents. Alors moi, ce que je vais faire, ce n'est pas une introduction à la pensée de Frantz Fanon. Je pense que mon collègue Roberto Beneduce est plus qualifié que moi pour le faire. Je veux simplement réagir au texte qu'il nous a proposé, l'archive Fanon, clé de lecture pour le présent. Parce que ce texte extrêmement dense nous permet aussi de réfléchir sur comment lire, comment interpréter, comment comprendre Fanon aujourd'hui. Il nous permet aussi
par le biais justement des réflexions que propose Roberto, d'engager un dialogue avec Fanon sur des questions. Ce n'est pas une introduction à la pensée de Frantz Fanon. Je vais juste profiter ou prendre le prétexte du texte de notre collègue Roberto Benudice pour ouvrir des voies, pour ouvrir un peu la discussion, aussi bien sur la pensée et l'actualité de Fanon, que sur l'interprétation ou les interprétations que propose notre collègue. Alors, c'est un texte extrêmement dense, hein, un peu plus d'une vingtaine de pages, qui pose de nombreuses questions, qui ouvre aussi des perspectives, mais qui propose surtout une lecture spécifique de Fanon, non seulement de sa trajectoire, mais surtout de ses écrits. C'est de mon point de vue, une réception assez particulière du texte de Fanon. Alors, Benudice écrit quelque part, disons, dans le texte, que Fanon est inclassable et insoumis. On pourrait reprendre ce titre pour, disons, cette citation pour justement décrire l'écrivain, mais aussi le penseur, le psychiatre, l'homme politique, qu'est Frantz Fanon. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de constater finalement que Fanon n'a jamais cessé d'inspirer le monde, que ce soit le monde politique ou le monde scientifique. Benudice, vous parlez d'une fécondité intarissable de sa pensée. Ses écrits, notamment Les Damnés de la Terre, pour la Révolution africaine, mais aussi Peau noire, Masque blanc, pour ne citer que les ouvrages les plus connus, constituent un apport majeur à la réflexion sur notre être au monde. Pensé et écrit dans un contexte spécifique, celui de la colonisation et des mouvements décoloniaux, les écrits de Fanon connaissent depuis une vingtaine d'années à peu près une prodigieuse renaissance, notamment dans les études dites postcoloniales, subalternes et décoloniales. Achille Mbembe parle de la naissance d'une véritable bibliothèque Fanon, de la constitution d'un champ d'études foisonnant, rhizomatique et de portée planétaire. Donc on voit bien que Fanon n'est plus uniquement le penseur de la colonisation ou du temps des colonies, mais que finalement sa pensée ou son action s'étend, comme le dit Mbembe, à l'échelle de toute la planète. Pour ainsi dire, parce que chacun a son Fanon, en quelque sorte. Alors, Benudice dit également dans ce texte, et c'est une citation que je trouve très bien choisie pour expliquer un peu l'intérêt qu'il a pour nous aujourd'hui, que Fanon est un merveilleux compagnon de voyage lorsqu'il s'agit de questionner les ombres de notre temps et la condition des humiliés de tous les pays du monde. Lorsqu'on s'oblige à penser la décolonisation de nos savoirs et de nos pratiques. Alors, notamment la fin de cet extrait, donc la décolonisation de nos savoirs et de nos pratiques, c'était un peu l'objet de notre séminaire. Nous, à l'époque, nous disions qu'il fallait réfléchir sur nos pratiques scientifiques, sur nos méthodes scientifiques. Et donc, on voit bien qu'avec Fanon peut nous aider justement à atteindre cet objectif-là. De récentes études démontrent non seulement l'importance de la diffusion de la pensée fanonienne dans le monde universitaire, mais aussi l'influence des principes de sa pensée auprès des activistes et d'hommes politiques, aussi bien en Europe, en Afrique qu'en Amérique. L'actualité de Fanon réside certainement, comme vous le démontrez, par sa capacité, je cite, à échapper à tous les pièges du manichéisme en adoptant une approche clinique et politique, on ne peut plus moderne, de la souffrance, aussi bien des victimes que des tortionnaires, autant des symptômes de ceux qui ont agi pour une juste cause
la guerre pour l'obtention de l'indépendance que de ceux des bourreaux. Le refus de l'assignation identitaire, des essentialismes et des déterminismes, qu'ils soient raciaux ou non, constitue assurément l'un des fondements de sa modernité. Comme vous le démontrez également, tous les milieux sont aujourd'hui concernés par les réflexions de Fanon, notamment sur les questions de migration et des violences urbaines. Vous soulignez les rapports que Fanon établissait en son temps entre l'expérience de la violence, la souffrance sociale et la reproduction de la violence à travers des générations. Et en réalité, Fanon met l'accent sur les effets produits par la colonisation et les réactions manifestées par les populations face à celle-ci et la naissance d'une culture de l'indiscipline et de la résistance. Cette notion justement de culture de l'indiscipline et de la résistance fait depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui son chemin. Et beaucoup d'activistes ne lisent Fanon d'ailleurs que à partir du prisme de l'indiscipline et de la résistance. Et vous le dites dans votre texte que Fanon est nettement plus complexe et qu'il faudrait essayer de tisser des liens, en tout cas de construire un Fanon dans sa complexité pour éviter justement des lectures plus closes, des lectures, une assignation pratiquement à une lecture spécifique de Fanon. Son action est donc, et là je cite Mbembe, de prendre en charge la souffrance de l'homme qui lutte, la décrire et la comprendre, de telle manière que de ce savoir et de cette lutte jaillisse un homme nouveau. Justement par la prise en charge de la souffrance de l'homme qui lutte, que Mbembe explique l'actualité de Fanon. Il dit encore, je cite, « Comment s'étonner dans ces conditions, c'est-à-dire le nouveau processus de racialisation d'aujourd'hui, que le nom de Fanon continue de s'écrire dans le présent et dans le futur. Comment s'étonner, en outre, que cette nouvelle écriture du nom de Fanon commence une fois de plus par la critique de la violence et qu'elle se termine par celle de la vie en tant qu'épreuve sur soi et épreuve du monde. » Pour vous qui vous intéressez depuis plusieurs années à l'anthropologie de la violence, c'est vous qui le dites dans votre texte, et à la clinique de la migration, Fanon vous a apporté les clés pour interpréter bien des ressentiments, des symptômes et des conflits du temps présent. Vous donnez plusieurs exemples de mise en pratique des idées fanoniennes, comme l'étude, et je vous cite, de la façon dont les subalternes, les damnés réagissent à un monde d'arbitraire et d'asservissement, mais aussi de ce que vous appelez à la suite de Gassam Hedge, la mauvaise interpellation, dont vous dites qu'il s'agit d'un véritable drame en 2 actes. Alors, pour ouvrir cette discussion, ce débat, cet échange avec vous, je souhaiterais qu'on revienne d'abord sur ces 3 pathologies de l'interpellation que vous définissez, notamment la 3e qui concerne les sujets diasporiques. Puisque nous, non seulement dans ce séminaire, mais au-delà de ce séminaire, nous intéressons beaucoup à la question du migrant, au sujet diasporique, à son insertion, aux stratégies qu'il développe justement pour son intégration dans les sociétés d'accueil. Donc je souhaiterais d'abord que l'on revienne là-dessus, si vous le permettez, et puis après on pourra regarder d'autres aspects de votre texte. Je vous remercie. Je remercie moi aussi Alessandro Jedolowski et les organisateurs du séminaire, Dana en premier, les autres, aussi l'appareil administratif, parce que je sais qu'il n'est pas simple à imaginer tout ça. Donc une gratitude particulière à tout le monde qui travaille pour que ça puisse avoir encore une vie, la vie intellectuelle, parce que c'est un temps vraiment sombre obscur, qui semble empêcher le temps de réfléchir, le désir, le plaisir de penser. Donc c'est vraiment un effort qu'il faut faire
tous et toutes ensemble, en imaginant aussi une atmosphère d'amitié. Parce qu'en reprenant Achille Mbembe, nous vivons dans un temps d'inimitié. Et on ne peut pas penser, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas bâtir une pensée critique dans l'inimitié. Ça, c'est évident pour moi. On ne peut pas produire une pensée dans l'inimitié, dans les soupçons, etc. Donc, tout moment, même si nous sommes très peu, comme le disait avant notre ami, c'est important parce que c'est évident que nous sommes dans l'amitié. Ça, c'est une condition fondamentale pour réfléchir. L'amitié devient aujourd'hui une arme. C'est paradoxal. Mais l'amitié devient une forme de résistance. C'est paradoxal, mais je le souligne. Et merci encore à Sylvain, parce que jamais j'ai eu une telle lecture de mon texte. Donc, Vous ne savez merci. pas que vous aviez écrit tout ça. Peut-être. Peut-être. J'ai eu l'impression, effectivement, qu'être lu, c'est fondamental pour se souvenir de ce qu'on a dit et écrit. Et donc, merci vraiment. Je dirais d'abord quelque chose aussi pour répondre au fait que Fanon est très connu, mais pas nécessairement bien connu. Je voudrais souligner l'idée que Fanon a eu la grandeur de penser l'aliénation comme une sorte de prisme pour lire beaucoup de questions. Donc, il a tout d'abord placé comme une sorte de microscope ou bien de vision, de perspective à partir de l'aliénation. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Parce que penser l'histoire, le politique, la vie, les futurs à partir du défi de l'aliénation lui permet d'être le compagnon de voyage permanent que j'avais évoqué. Parce que l'aliénation, ce n'est pas quelque chose qui concerne un lieu, une époque, un temps particulier. L'aliénation nous appartient, tous et toutes, toujours. Et ça sera toujours comme ça. Donc l'aliénation, c'est vraiment la clé la plus moderne que Fanon lance dans les débats. Et c'est ça qui permet aussi de comprendre pourquoi, de temps en temps, il y a ces vagues fanoniennes qui nous submergent. Parce que l'aliénation nous interroge, se reproduit, mais change aussi ses formes, ses structures et évidemment ses raisons. La deuxième question que je vais souligner pour penser Fanon, c'est la générosité de Fanon. Fanon écrit avec la capacité de faire une autoréflexion constante. Et à partir de ça, il se permet de lire les autres. Ça, ce n'est pas la règle, c'est très rare. C'est mettre en scène, réfléchir à partir de ce qu'il sent sur sa peau, dans son cœur, dans sa tête, pour lire le monde. Ça, c'est un geste encore plus moderne, parce que faire de sa chair, de son expérience, les prismes pour lire le monde, ses conflits, c'est fondamental. Et je pense que cette générosité que je pourrais définir épistémique et charnelle à la fois, on dit charnelle, oui. Épistémique et charnelle à la fois, nous explique la manière par laquelle Fanon est reçu, lu, apprécié aujourd'hui. J'étais récemment à une rencontre qui avait Fanon comme la pensée de Fanon comme sujet, et j'étais vraiment, et sans métaphore, ému par le fait que dans le public, il y avait une femme antillaise, une femme malgache, une femme kanak, et tout le monde se levait pour faire son Fanon, pour penser Fanon, et ça c'est incroyable. Je pense qu'il faut bien garder cette double originalité de sa pensée, l'idée de faire de l'aliénation une clé d'analyse du monde et sa capacité de lire le monde, le temps et sa violence à partir de soi-même. Je crois que Fanon a une troisième originalité. Quand je le définis inclassable, ce n'est pas pour dire un mot que tout le monde
partage, utilise. Il y a beaucoup d'auteurs inclassables parce qu'ils sont... ils se penchent sur plusieurs domaines disciplinaires. Donc, comment on définit Fanon? Poète, philosophe, clinicien, historien? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Inclassable parce que Fanon s'élève quand vous allez le lire. Il vous regarde, il vous attrape, il vous questionne, il ne vous laisse pas se faire lire, il veut dialoguer. Et c'est ça la dimension inclassable de Fanon. C'est vraiment pour moi une expérience unique et je ne trouve pas tellement d'auteurs que je sens vivant lorsque j'ouvre son livre. Il m'interroge. Je ne peux pas rester un moment tranquille en lisant Fanon. Donc c'est un défi. Lire Fanon, c'est pas une promenade. Et quand je parle à mes étudiants, je dis, alors nous commençons une lecture douloureuse. Je le dis, parce que je veux qu'elle soit consciente que lire Fanon nous empêche de dormir, nous empêche d'avancer rapidement. Tout sentiment sera à partir de cette lecture repris, investigué, scotomisé, regardé de proche, toujours de plus proche. Et quand nous prenons le livre Pour moi, Masque Blanc, nous trouvons là vraiment des pistes méthodologiques nouvelles qui ne se laissent enfermés dans les débats qu'on a connus dans les années 80. Et je pense évidemment à l'ouvrage de Homi Bhabha, etc. Et elle ne se laisse pas enfermer. Donc c'est vraiment une maladie nord-américaine qu'il faut d'abord soigner. La lecture post-coloniale, psychanalytique, etc. C'est bien au-delà que Fanon se place et nous questionne. J'avais isolé une petite phrase que je trouve, en pensant toujours au cinéma, que je trouve toujours efficace, parce que Fanon écrit sur le cinéma, mais encore une fois, il écrit sur le cinéma après que le cinéma l'a décortiqué, l'a questionné. Il y a cette phrase: le nègre est un jouet entre les mains du blanc. Alors, pour rompre ce cercle infernal, il explose. Gardez cette phrase dans votre mémoire et vous allez penser, aidez-moi Alessandro, au film de Spike Lee, Bamboozled. Tu as vu Bamboozled? Il y a un jouet qui explode, les petits nègres qui chantent sous la table du protagoniste. Il faut reprendre cette image, parce que c'est vraiment Fanon là. Il y a un jouet qui on place dedans les petites pièces et que tout d'un coup ne fonctionne pas. Il continue à s'ouvrir et à se fermer, c'est-à-dire le mécanisme de la statuette nègre explose. Donc Fanon a donné à Spike Lee une image incroyable, il faut la voir cette image. Impossible d'aller au cinéma sans me rencontrer. À l'entracte, juste avant les films, je m'attends. Ceux qui sont devant moi me regardent, m'épient, m'attendent. Un nègre groom va apparaître. Le cours me tourne la tête. Donc, aller au cinéma pour Fanon a été l'occasion de s'attendre, et de défier le regard des autres. Si Fanon ne dort pas lorsqu'il voit un film, nous ne pouvons pas dormir en lisant Fanon. Et donc, cette générosité, cette capacité d'autoréflexion, pour moi, c'est aussi une clé pour comprendre pourquoi aujourd'hui, dans tout le monde, là où il y a une lutte, les jeunes, les femmes, les vieux s'identifient dans quelques mots de Fanon. Parce qu'ils retrouvent là quelque chose qui leur appartient, c'est-à-dire leur chair, leurs conditions, leur expérience. Et ça, c'est plutôt qu'inclassable, je dirais plutôt l'insomniaque. Fanon, c'est vraiment l'antimédicament par excellence.
il ne tolère pas que nous pouvons dormir. Et donc, Fanon l'insomniaque, oui, si je dois écrire un livre, peut-être je vais utiliser les sous-titres l'insomniaque. C'est la manière pour empêcher de rester calme, tranquille, assoupi grâce aux théories. Fanon, évidemment, a inspiré beaucoup d'auteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis des années, la psychiatrie, surtout dans les anciennes colonies, mais en Afrique, mais partout, ça devient le lieu à partir duquel pas mal d'historiens interrogent la colonie du passé et la colonie aujourd'hui. Donc, ça c'est aussi une autre manière pour dire, mais combien de choses Fanon nous a donné, quelle générosité, parce qu'il avait bien compris que écrire autour de la psychiatrie, ce n'était pas un travail d'historien, des philologues, d'épistémologie clinique, c'était un travail pour ouvrir et comprendre qu'est-ce que la colonie a fait. Et le savoir psychiatrique, interrogé par Fanon, c'est une psychiatrie qui se révèle, qui révèle la manière par laquelle la colonie a toujours fonctionné. Aliéner les colonisés, aliéner les colonisateurs, aliéner la manière de parler de l'aliénation. Donc, Fanon nous permet aujourd'hui de mesurer l'enjeu politique, historique de la psychiatrie coloniale et de la psychiatrie aujourd'hui encore coloniale, hégémonique, telle que nous la connaissons. Alors, quand je parle aux étudiants, quand je parle à mes collègues, et je vais dire, s'il vous plaît, jetez ces mots valises qui ne servent à rien, tels que PTSD, stress post-traumatique, ou bien, je ne sais pas si vous connaissez, en français, je ne sais pas comment on dit, EMDR. DSM. Et c'est une technique qui veut soigner le traumatisme à partir des mouvements oculaires et des rythmes sonores. J'espère de ne pas blesser quelqu'un ici, parce que sur 3 personnes que je rencontre, une au moins a fait un cours de formation sur cette technique. Donc j'espère ne blesser pas. Mais alors, quand je commence à analyser ces nouvelles catégories, j'utilise Fanon. Parce que Fanon bâtit une théorie de la mémoire traumatique, du traumatisme historique, d'une modernité incroyable, que ces modèles de la psychiatrie contemporaine n'arrivent même pas à concevoir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de suggérer? Que Fanon nous laisse aussi une contribution fondamentale pour penser la mémoire, la conscience historique, la mémoire traumatique. Et donc, je le répète, la mémoire, le traumatisme historique, la conscience historique et le traumatisme historique. C'est fondamental parce que quand on pense à la mémoire, au traumatisme historique et à la conscience historique, notre pensée arrive immédiatement, et j'arrive aussi sur la question de la diaspora, bien sûr, il arrive et sur la condition des immigrés, des migrantes, mais il arrive aussi sur la question des indigènes, des survécus à la colonie. Il arrive aussi à la question de la colonie aujourd'hui, telle qu'elle continue à opérer en Palestine. Alors là, il ne faut pas perdre trop de temps, parce que le temps est précieux. Fanon nous a appris que le temps est précieux. Nous trouvons là tout ce que Fanon avait prévu, c'est-à-dire la perversion des catégories diagnostiques. C'est une perversion, parce qu'en Palestine, on parle du traumatisme comme s'il s'agit souvent d'un événement circonscrit. Mais comment on peut parler de traumatisme lorsqu'il y a 70 ans de traumatisme, jour et nuit? La perversion que je trouve aussi, c'est que
nous pensons au traumatisme historique comme quelque chose du passé. En Palestine, on est né dans le traumatisme, parce qu'on ne sait pas si les jours après, on peut vivre encore. Donc, c'est le premier acte de respirer qui est déjà inscrit dans le traumatisme. Fanon nous parle de l'atmosphère traumatique, de la mort atmosphérique. Alors voyez-vous que Fanon, sans penser dans cette phrase à ce qui s'est passé en Palestine, il avait bien vu ce que nous, aujourd'hui, pouvons voir, ce que nous assistons aujourd'hui tous les jours. Et Fanon sait bien que le savoir psychiatrique est utilisé pour empêcher de reconnaître les enjeux politiques. Parce que c'est incroyable comment, à partir de son origine, de son introduction dans les manuels de psychiatrie nord-américaine, la notion de PTSD parle souvent du traumatisateur, de celui qui a engendré le traumatisme. Ça, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails parce que ça, c'est mon obsession depuis 20 ans. Mais si vous allez lire la généalogie de cette catégorie diagnostique et son utilisation aujourd'hui, vous allez voir comme pour une sorte de trompe-l'œil qu'on se concentre sur le traumatisme des vétérans nord-américains, mais pas de la population civile, vite. Qu'on parle souvent du PTSD des soldats israéliens, mais pas de la population palestinienne. Il y a un trompe-l'œil qui nous interroge. Et évidemment, je ne suis pas tellement naïf au point d'ignorer la souffrance des vétérans nord-américains, la souffrance des soldats israéliens, bien sûr, mais le fait que ça donne une hiérarchie renversée doit nous interroger. Qu'est-ce qui se passe dans les savoirs psychiatriques tels qu'on parle le plus souvent des acteurs de la violence et pas des victimes? Ça, c'est très intéressant. Et finalement, la raison pour laquelle Fanon continue à être pour moi un compagnon de voyage incontournable, c'est qu'il nous permet aussi de penser déjà le traumatisme comme quelque chose qui concerne le futur. Pour moi, ça c'est devenu fondamental. Dans les langages psychanalytiques, souvent on parle de traumatisme comme quelque chose qui appartient au passé. Fanon nous donne des idées très fortes pour penser le futur comme traumatisé. Le mot futur hypothéqué, par exemple, ressort dans plusieurs pages, parce qu'il connaît bien que la colonie ne s'arrête pas au passé à effacer la mémoire, les traces d'autres cultures, etc. Il ne se contente pas de supprimer la vie dans le présent, mais il veut détruire aussi les futurs. La colonie, hier comme aujourd'hui, veut détruire les futurs, veut conditionner les futurs. Fanon parle de schéma historique et épidermique historique. Je ne me souviens pas la formule, mais c'est ça la formule qu'il utilise. Quand il parle de ça, si vous acceptez la perspective, et je suis en train de suggérer, vous reconnaissez que Fanon est en train de dire, voilà que dans le corps du colonisé, le corps du noir, son schéma moteur est déjà modifié, transformé. C'est-à-dire que son mouvement, sa manière de se développer, etc., ça sera orienté par le traumatisme d'être regardé en tant que noir, d'être regardé en tant qu'objet de racisme, etc. Donc c'est son futur qui a été malheureusement désormais blessé. Et le futur est évidemment, encore une fois, les cibles de la violence coloniale aujourd'hui, parce que nous savons bien que le colonialisme n'oublie rien. Le colonialisme veut détruire, masquer, maquiller, etc. Mais surtout, le colonialisme veut empêcher, le mot-clé est reproduction, veut tuer la reproduction des colonisés. Et comme on dit,
settler colonialism. Colonialisme de peuplement. De peuplement, voilà. Le colonialisme de peuplement, merci. Nous le savons encore mieux aujourd'hui qu'hier, veut empêcher la reproduction décolonisée. La reproduction sociale, biologique. Et ça, c'est bien clair à qui veut lire Fanon lorsqu'il se penche sur l'attaque au corps décolonisé. Évidemment, l'Algérie n'est pas la Palestine. Il y a tellement de différences que nous ne pouvons pas oublier. Nous ne sommes pas tellement naïfs pour oublier ces différences. Mais la reproduction sociale et biologique, c'est les cibles de tout colonialisme, qui, dans le colonialisme et peuplement, devient l'idée fixe. La reproduction, l'obsession démographique, nous savons bien qu'est-ce qu'elle a pu faire en Palestine. Alors, Fanon nous apprend plusieurs manières de résister à cette temporalité d'inimitié, à cette époque de mort, mais aussi nous offre des outils épistémiques d'une richesse énorme. Et quand j'ai commencé à dire que le mot fondamental pour lire Fanon demeure, à mon avis, l'aliénation, mais pas l'aliénation dans le sens tout simplement clinique, mais l'aliénation comme condition, bon, là c'est clair que la diaspora, c'est quelque chose qui interroge le passé, le présent et le futur, les sujets diasporiques, les sociétés d'accueil, la temporalité qu'on est en train de bâtir. Alors, je commence par une petite anecdote. Un collègue qui travaille depuis longtemps et qui enseigne, je ne dis rien, qui enseigne dans un grand pays occidental, un grand pays occidental, a dit un jour, en sortant d'une discussion à Paris sur France Fanon, Roberto, mais Fanon, il était trop nerveux. Et ça m'a étonné. Parce que définir nerveux, Fanon, c'était le mot, le dernier mot que j'aurais utilisé. J'aurais utilisé fâché. Mais qu'est-ce que je veux dire ça? Il est évidemment mon collègue, mon ami, sujet diasporique, qui vient d'un pays que j'aime beaucoup, en Afrique de l'Ouest, il était bien placé dans ce grand pays américain. Et il avait pu oublier quelque chose. Le sujet diasporique a son premier défi dans le risque d'oublier quelque chose. Comment nous pouvons appeler cette chose, cette quelque chose que les sujets diasporiques oublient? C'est ça le petit noyau d'aliénation que je vais investiguer. Le sujet diasporique souvent est bâti à partir de choix obligés de ce qui doit être, de ce qui ne peut pas être. Et parmi les choses qui ne peuvent pas être, c'est la conscience qu'une grande, une vaste majorité de ses frères, de ses sœurs, continuent à souffrir à cause de la couleur de sa peau. Ça, c'est fondamental pour moi, parce que nous savons bien que le pouvoir toujours utilise des masques pour dire « mais voilà, mais nous vous donnons de l'espace. Vous, les sujets diasporiques, vous êtes bien accueillis. Et vous voyez très bien que nous vous accueillons dans nos universités, dans nos prix littéraires, dans nos prix cinématographiques peut-être. Mais il y a le reste qui résonne comme un bruit. Les périphéries, la majorité, ça continue à être une masse de souffrance, d'inquiétude. Alors, ce que je suis en train de vous suggérer, de manière pas provocatoire, mais douloureuse, c'est comment le sujet diasporique est souvent bâti à partir d'une demande d'effacement. Il faut se dire que le sujet diasporique est un sujet complexe parce qu'on lui demande de bâtir un nouvel équilibre entre les choses à retenir, à garder, et les choses à oublier. Je dis ça parce que, permettez-moi encore quelques instants. Si je pense, j'étais en train de penser, de réfléchir à ça venant ici, donc dans le taxi, ce n'est pas une pensée très élaborée. Mais
j'ai pensé, vous connaissez très bien les prix Renaudot donnés à Yambo Wologem pour son devoir de violence, 1968. Alors, ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'incroyable. L'histoire a été reprise récemment dans le livre de l'auteur sénégalais. Voilà. Donc, vous voyez, vous, comment ça résonne dans la conscience aujourd'hui. Et pour moi, lire les livres de Mohamed, c'était vraiment la confirmation de comment il faut reprendre ces traces, les traces de l'histoire que souvent les sujets diasporiques est amené à oublier. Mais nous pouvons venir encore plus à côté de nous, et je demande aussi ton aide. Parce que vous connaissez bien l'histoire du dernier prix Goncourt. Ça a été l'enfer, c'était l'incendie. Mais qu'est-ce qui se joue là-dedans? On n'a pas répondu. Ah, ouais. Pardon. Vous voyez, vous, comment, pour tout le monde, je dis seulement qu'il s'agit d'un prix gagné par l'auteur Mahmoud Daoud, et vous connaissez comment le livre a été objet d'une plainte portée en Algérie par... comment dire plagiat, mais aussi pour les dimensions éthiques, oui, qui se sont là. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe là quand un prix est donné à un auteur venant d'une ex-colonie et ça fait du feu pour les ex-colonisés? Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dedans? Là, c'est vraiment un trouble, je dirais, de l'ordre de la névrose. Les prix littéraires sont encore des prix aliénés, parce qu'il se joue souvent quelque chose de... Alors, les sujets diasporiques, qui va lire les livres de Daoud, sera obligé de faire la partie entre ce qu'il doit garder et ce qu'il doit oublier. Alors, pour moi, c'est devenu fondamental penser les sujets diasporiques comme déchirés par cette lutte infinie qui n'est pas un choix. Parce que tout le monde a bien le choix d'oublier. Parfois, c'est un devoir d'oublier, comme le disait mon directeur d'études, Marc Auger. Le problème, c'est que ce n'est pas un choix. C'est orienté, c'est donné cet ordre, il faut oublier ça. Le moment est arrivé d'oublier. Et alors, je partage un peu la rage. Je lui ai demandé le permis de le citer, de mon amie historienne algérienne, très jeune historienne algérienne, qui s'appelle Noureddine Amara. Noureddine Amara vient d'écrire un travail par rapport à ce que c'était le discours de reconnaissance du président Macron par rapport aux responsabilités de la France, etc. Et il dit justement, reconnaître ses responsabilités ne signifie pas que le discours est fini. Ne signifie pas acquittance. C'est ça le mot qu'il utilise. Et pour moi, c'est précieux. Parce que les sujets diasporiques sont souvent obligés de s'acquitter du passé. Quelqu'un dit, le moment est arrivé d'oublier. Et justement, l'historien, mais tout le monde ne peut pas accepter cette prescription d'oublier. Ça, c'est le droit, c'est la liberté d'oublier. Jamais accepter que quelqu'un nous commande quand le moment est arrivé d'oublier ou de se souvenir de quelque chose. Je dis ça parce que je suis très impliqué autour du thème des politiques du temps et de la mémoire. Mais en général, je reconnais que les sujets diasporiques, les migrants que je rencontre, lorsque j'ouvre les portes, ils parlent de ça. Ils parlent de ce corps que tout le monde veut oublier, mais qu'il va ressurgir de quelque manière. Les symptômes des immigrés est une trace d'un corps qui n'arrive pas à oublier. Parce que son symptôme, sa souffrance, se dit autrement de la clinique occidentale. Je le souligne parce qu'il y a toute une ethnopsychiatrie qui se contente de dire voilà, le corps de l'immigré est culturellement, est bâti différemment parce que sa culture est différente. Il a une autre éducation, ok, c'est clair, pour un anthropologue c'est presque banal, c'est clair. Mais le problème, c'est pas seulement la différence culturelle de son corps, de son éducation, de la manière de traiter le lait, c'est pas ça.
Le problème, c'est que son corps se rebelle à l'ordre d'acquitter, d'oublier, d'être un corps comme tous les autres. Et le symptôme de l'immigré, de la femme immigrée, de l'homme immigré que je rencontre, c'est un corps qui va être reconnu, et je reprends évidemment le mot fanonien, à partir de tous ces passés au pluriel qu'on voudrait effacer. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, pour moi, les sujets diasporiques, mon projet de penser une ethnopsychiatrie de la diaspora, une ethnopsychiatrie diasporique, c'est vraiment accepter le défi de cet homme qui n'accepte pas de dormir, d'être mis à côté. Et le sujet diasporique a une force extraordinaire, pas seulement pour sa propre condition, mais parce qu'il y interroge nos savoirs. Alors, je vais conclure en disant que j'ai dit avant, Fanon, l'insomniaque, c'est l'anti-Valium, Fanon, je dirais comme ça. Et Noureddin disait un mot qui m'a inspiré beaucoup. Dans les archives, je cite par cœur, dans les archives, les sangs deviennent écriture. Ça, c'est une métamorphose importante, parce que une fois que le sang est devenu écriture, c'est les historiens, c'est les exégètes qui ont le droit d'en parler. Fanon ne permet pas que cette métamorphose s'accomplit dans le silence. Il ne veut pas que l'hémorragie continue, hein? Absolument. Il est un médecin. Il veut soigner. Il s'occupe de soigner notre plaie. Mais il n'accepte pas que le processus de cette thérapie soit invisible. Et donc, il faut être capable d'entrer dans les archives du présent et voir comment on essaie de métamorphoser les sangs, la violence, et la mort dans une simple écriture. Pourquoi je dis ça? Je le dirai peut-être aussi dans les prochaines occasions. Parce que le cinéma a une capacité énorme d'empêcher cette assuéfaction, cette anesthésie, je dirais. Et le cinéma nous met devant les images. Et encore plus que les mots, il empêche de s'endormir. Le langage de Fanon, c'est un langage photographique. Et on dit souvent que Fanon écrit comme un médecin, et bien sûr c'est évident, mais c'est un médecin photographe. Il ne vous permet pas de vous détacher de la scène qu'il est en train de décrire. Et c'est ça que, à mon avis, c'est précieux pour les metteurs en scène. Parce qu'ils ont là déjà les scénarios. C'est déjà fait, les scénarios de Fanon. Il ne faut pas demander le travail des scénaristes, vous allez même gagner de l'argent. Parce que Fanon a déjà préparé votre scénario. Son écriture, c'est une écriture cinématographique, photographique. Lorsque vous lisez les livres, tous les écrits de Fanon, tous, vous êtes appelés à être témoins de quelque chose. Et ça, c'est un don extraordinaire que peu d'écrivains ont dans leur style d'écriture. Merci. Merci beaucoup, Roberto. Je ne sais pas, Sylvain, si on veut, et tant que ça se termine sur le cinéma, c'est peut-être... Je pense que Sylvain n'avait pas fini. Ah oui. Non, je voulais juste... Pour permettre à Abdenour peut-être de C'était répondre. juste une question que Sylvain faisait à Beneducci qui a donné une petite réponse. Oui. Non, je voulais juste dire que justement cette notion d'écriture photographique que l'on retrouve chez Fanon, ou de ce langage photographique nous permet justement de faire une transition, parce que sinon on a encore pas mal de questions que vous avez déjà un peu abordées, parce que notamment la question du soin qui concerne aussi votre propre travail, parce que vous avez une lecture, c'est vrai que vous dites qu'il ne faut pas avoir une lecture parcellaire, une lecture cloisonnée de Fanon,
qu'il faut décloisonner Fanon et le lire dans sa complexité. Mais en même temps, on voit bien dans ce que vous présentez que vous avez un champ assez précis, celui de l'anthropologie, de la violence, de l'ethnopsychiatrie, et que c'est à partir des travaux de cette ethnopsychiatrie, surtout, hein, que vous lisez Fanon. Ou bien, je ne sais pas si je vous trompe. Oui. Non, pardon, je ne vais pas laisser le microphone, mais je pense que vous avez entendu la question. Oui, c'est justement ça, c'est un travail à partir de l'ethnopsychiatrie, mais comme il m'arrive souvent, comme il arrive à tout le monde, je pense, qu'en utilisant un instrument inutile, on conclut qu'il n'est pas souvent adapté à faire ce que vous voulez faire. Et alors, lorsque je parle d'ethnopsychiatrie, d'abord je prends distance par rapport à beaucoup d'ethnopsychiatries qui ont, à mon avis, trahi le sens. Originaire d'une perspective qui voulait être une perspective attentive à la transition, à la diaspora, si vous voulez. Pas une perspective figée qui oppose une culture à l'autre, parce que ça n'existe pas. Alors, d'abord, pour moi, l'ethnopsychiatrie ne peut qu'être dynamique au sens de Ballandier. Mais je cite Ballandier, je dois faire aussi une remarque. Voyez-vous comment le travail se fait, c'est-à-dire on prend un auteur qu'on l'aime et après on découvre ses tâches, ses zones d'ombre. Et alors il faut dire sa valeur énorme, mais aussi ses tâches. Alors je viens de découvrir, ça fait quelques années, que Ballandier, pendant un dialogue avec Clastres et Jolène, deux anthropologues célèbres pour leur étude en Amérique latine, avait dit non, mais les Indiens n'ont pas d'imaginaire. Et je suis sauté sous la chaise. Comment Ballandier pouvait dire ça? Et je dois remercier beaucoup une anthropologue qui est Barbara Głoszewski, vous la connaissez pour ses études faites en Australie, qui avait remarqué ça. Ballandier avait osé dire que les Indiens n'ont pas d'imaginaire. Et donc, leur conscience historique, etc. Alors, il faut souvent se dire qu'aucune théorie ne suffit. Nous avons besoin de plusieurs théories, Fanon l'a démontré, et l'ethnopsychiatrie est fondamentale, mais dans la mesure dans laquelle elle m'a appris l'insatisfaction pour toute théorie. Pour moi, l'ethnopsychiatrie, c'est aller au-delà. J'aime beaucoup la phrase d'une guérisseur africaine qui, en 1939, avait dit à son interlocuteur, qui est Herbach, l'auteur de Le Chancre du Niger, un livre incroyable, une critique de l'office du Niger à l'époque, il avait dit c'est inhumain être seulement humaine. Je trouve cette phrase extraordinaire. Alors, je dirais, ça serait inhumain d'être seulement ethnopsychiatre. Je vais être beaucoup de choses à la fois, parce que Fanon l'a été. C'est-à-dire, nous devons envisager une théorie faite des théories multiples, ouvertes et capables d'ouvrir des perspectives. Ça me permet d'être face aux immigrés d'une manière qui permet à eux de jouer en pleine liberté leur jeu, de choisir leur chose. Et j'ai accumulé tellement de phrases qui pour moi sont des titres, des chapitres d'une psychiatrie décoloniale. Finalement, ici, on est à l'aise. Pour la première fois, je ne me suis pas regardé par un regard raciste. Jusqu'à arriver à entendre un immigré, ça fait quelques semaines, sénégalais qui me disait docteur, les blancs m'ont fait beaucoup de mal, mais il était en train de le dire à un blanc. Et pour moi, ça a été vraiment le succès d'une clinique qui permet de donner la place
à tout ça qu'on préfère oublier, mettre à côté. Alors, mon ethnopsychiatrie, c'est une ethnopsychiatrie qui n'a pas décidé la place de l'autre. C'est une psychiatrie qui veut apprendre à partir de l'autre ce que je peux faire pour lui, pour l'aider dans la lutte contre l'aliénation, que je sais bien m'aidera dans ma lutte contre mon aliénation. Donc, les autres, comme les meilleurs cliniciens connaissent bien, les malades sont nos maîtres. Les immigrés sont devenus mes maîtres. C'est-à-dire que mon ethnopsychiatrie s'écrit à partir de leurs mots, de leur mémoire, de leur voix. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre cette idée, mais nous rencontrons les personnes sans savoir ce qu'on va faire. C'est eux qui nous diront qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Et parfois, on connaît l'échec, évident. C'est évident, parce que l'aliénation, la souffrance, ce n'est pas un petit jeu, c'est le jeu de notre existence. Mais je trouve que c'est honnête pour une clinicienne comme pour un anthropologue, finalement accepter le défi de l'ignorance et de l'incertitude qui nous appartient. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on va tout de suite, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Peut-être... On a une petite heure. Ah, une petite heure. Donc on va peut-être regarder quelques extraits de films ou passer aux questions. Non, on regarde d'abord les extraits. Peut-être même avant ça, Il ne marche pas le micro. Oui, je voulais juste donner peut-être à Abdenour la possibilité, s'il a envie de rebondir, notamment sur cet aspect cinématographique à la fois de l'écriture de Fanon, de la vie de Fanon, et comment s'y prendre en tant que cinéaste. Et puis le côté très personnel aussi de ta rencontre avec Fanon, qui est aussi biographique, étant tu nais à Blida, et voilà. Donc rebondir un petit peu sur cette dimension de mobiliser Fanon aujourd'hui, mais d'une perspective très différente, qui est celle qui est la tienne, de cinéaste, d'artiste, et à certains égards de chercheur sur Fanon, à travers toute ta recherche d'archives, d'entretiens que tu as fait. Je te remercie, Alessandro. Docteur Roberto avait raison sur la moitié. J'ai travaillé un peu comme scénariste. Non, mais c'est vrai, Fanon, il avait une écriture en mouvement, très imagée. D'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais écrit. Il dictait. Fanon, il dictait, il marchait, il était en mouvement. Si Al-Moudjahid, en Tunisie, le journal du FLN, Reda Malek, qui était le responsable, il m'a dit qu'il écrivait debout. Jamais ça c'est... Bon, ils avaient une table de réunion comme ça, de rédaction, etc. Mais tout le temps en mouvement, tout le temps très vif. Oui, Roberto, c'est vrai, dans le dernier film, les séquences étaient prêtes. Mon travail consistait seulement à choisir. Qu'est-ce qu'il faut... parce que Fanon, il te donne beaucoup de choix dans sa générosité, comme c'était magistralement expliqué par Roberto. C'est une écriture du corps, et surtout c'est un homme qui aime laisser des traces, ça c'est sûr. Ça, je pense que ça faisait partie même de son système thérapeutique. Donc dès qu'il arrive à Blida, il crée un journal de bord de l'hôpital, un club, donc le club de journal, comme ça a été fait par Tosquelles à Saint-Alban, notre journal, et c'était presque le quotidien décrit presque jour à jour. Au début, c'était une... Tu l'as eu, Roberto, notre journal, ou jamais? Non, jamais. Au début, c'était une double feuille, et après, c'était 2 doubles feuilles, où après, ça s'est organisé. On voit les premiers numéros. Bon, Fanon écrivait presque toujours l'éditorial. Après, on voit la participation d'autres médecins, Lacaton, même Ramé, il a écrit un édito une fois. Et puis, c'était les malades. Au début, c'était des espérances de sortie. Tu sais, un malade enfermé, il n'a qu'une espérance, c'est de quitter l'hôpital. Mais après, on voit le changement qu'a créé Fanon dans l'hôpital.
parce que le contenu de ce journal a changé. C'est devenu un journal presque professionnel, avec ses rubriques culturelles, sportives, théâtre, poésie, etc. Bien sûr, et ça décrivait le sport, ça décrivait ce qu'a fait Fanon à l'hôpital avec son équipe d'infirmiers, etc. C'est-à-dire, il a réussi à instaurer un championnat de football très bien organisé, avec un système de pointage, et comme un vrai championnat de foot. Bien sûr, il y avait des journées d'athlétisme, etc., etc. Et puis le ciné-club. Le cinéma, il a créé le cinéma. Il a compris vite que enfin, les infirmiers lui rapportaient, et il assistait lui aussi souvent, que les Arabes, ils dormaient. Ça ne les intéressait pas. Les films, mais en fait, il a compris parce qu'il ne comprenait pas la langue. Donc il cherchait plutôt des films d'action. Des films d'action, des films cow-boy, comme on disait, des films western, etc. Et il essayait parce que le seul souci d'un psychiatre, je pense, c'est de susciter l'enthousiasme du malade. Il faut que le malade vit, il ne faut pas qu'il s'endorme. C'était l'empêcheur de dormir, justement, même avec... donc tout ça, moi en tant que mon travail de scénariste, c'est vrai d'ailleurs, même les dialogues, je me suis... parce que c'était une écriture, surtout dans notre journal, c'est une écriture très dialoguée. Donc les dialogues que j'ai mis dans la bouche de l'acteur, c'était des dialogues écrits par Fanon. J'ai essayé de coller au maximum au mot de Fanon. Voilà, on regarde quelques extraits. Merci beaucoup. Oui. Alors, je vais commencer avec un premier. Je dois faire un petit ajustement technique. Sont confiées, elles, aux hommes. Ces activités d'ergothérapie, outre l'aspect thérapeutique, permettent une production maraîchère et laitière, améliorant ainsi la ration alimentaire quotidienne des malades. كنا نخدموا العجب، كنا نخدموا الطباق ونخدموا الطين ونخدموا المواعن ونخدموا يديروا ليكسبوزيسيون في البلاد. استعجبوا واش كنا نخدموا. كنا نخدموا نورغانيزيو. يقول لك اعطينا عقليتك واش تحب نخدموا. انا عطيت لهم عقليه على الطوابل. وصلنا عندهم البيكيل عندهم يعطيهم شحال يخلصوهم. كذلك الوقت كانوا يعطيهم 800 700 في الشهر بيكيل ديال مرض يعاونوهم. المرضى يخرجوا يخدموا عندهم الكاسكلوط عندهم الكاسكلوط عندهم الدخان عندهم يعاونوهم. كاين المرضى اللي ما عندهمش من بين سقاوة ولا شكلها. Si pour les malades européens, il y avait le bon accueil, aménageant un café mort pour les malades musulmans avec un décor typiquement traditionnel. Le sport, et principalement le football, se développa rapidement avec l'arrivée de Fanon. Cette activité ne nécessitant pas de moyens particuliers, car la plupart des malades l'ayant pratiquée durant leur jeunesse. Le sport permettait aux malades de s'enthousiasmer en manifestant leur intérêt pour leur équipe représentant leur division. La présence d'infirmiers, mais aussi de joueurs aguerris, opérant dans les clubs de Blida, fut d'un grand apport pour cette activité sportive du groupe. Je voudrais que vous fassiez du sport à nos malades. Alors j'ai dit, sport, moi je suis footballeur, lui samedi. Comment? Alors il me répond, Fanon, il me dit, Monsieur Dahman, c'est vous qui vous allez me montrer comment vous allez faire le sport aux malades. Alors il me dit, voilà, vous allez me faire un programme, vous le donnez à M. Sharaf. M. Sharaf est en contact avec le docteur Fanon. Et dans une semaine après, j'ai commencé à faire le sport à des malades mentaux en psychiatrie. Et c'est de là,
Il nous a amené des culottes, des baskets, des ballons. Et en ce moment-là, il y avait un terrain qui est maintenant stade de l'HPB, en bas, un terrain vague. Et le docteur Fanon est allé voir le directeur pour dire monsieur, je veux faire du sport pour mes malades, je veux ce terrain-là. Et on a commencé à travailler dans ce terrain. Ce terrain, le docteur Fanon, tellement qu'il était très très intelligent, il avait des maçons dans son service, des maçons européens, Soriano et Gérard, c'est des Français d'Algérie, qui étaient infirmiers avec nous, mais c'était des maçons. Alors il les a sortis du service médical et avec les malades mentaux, on sortait des groupes de malades. Il nous a formé une ergothérapie dans laquelle on s'occupait de malades. On prenait notre groupe de malades et on allait au stade et on commençait à terrasser le stade. On a placé un stade, on a fait une piste, tout a été fait par autant du docteur Fanon. Le stade actuellement qui est à l'hôpital. La mosquée, qui était devenue au fil des années un atelier de vannerie où l'on fabriquait des savettes, retrouva sa vocation originelle de lieu de culte, à la demande de Fanon. On y célébrait les fêtes religieuses, l'Aïd, la Choura, et surtout on se retrouvait entre fidèles et l'on retrouvait surtout ses repères socioculturels. Il a recruté un mufti et les malades commençaient à venir tout doucement, d'abord accompagnés d'infirmiers pour faire leurs prières. Ensuite, ceux qui étaient améliorés, ils venaient tout seuls. La musicothérapie fut une activité extrêmement développée au temps de Fanon. La double fonction de Abdelrahman Aziz, comme thérapeute et chanteur, facilitera grandement ces débordements artistiques. Les bénéfices de ces fêtes soigneusement et religieusement préparées étaient des moments forts d'échange et d'intense communion d'esprit au sein de cette population aux origines si différentes. Les chanteurs professionnels venaient également animer ces fêtes à l'hôpital. كاين عبد الرحمن عزيز، كاين مريزة، كاين قدر بقراد اللي خدمنا هنا، الشيخ ماروكا، العشاب، ما يزون ترابيس يجيب لنا يخدموا الحفلات. Après, dès qu'on a commencé à faire les fêtes, tellement que le docteur Fanon, il s'y connaît beaucoup. Vraiment, c'est quelqu'un. Il a dit à Abdelrahman, maintenant, Abdelrahman, il ne faut plus que les artistes viennent nous faire des fêtes. Il faut que nos malades font des fêtes à eux-mêmes. C'est ça la force de Fanon. Et c'est là où Abdelrahman Aziz est arrivé à faire monter sur scène des malades mentaux, faire des sketchs. Et chanter des chants vraiment inoubliables. On ne peut pas, c'était pas possible. Quand vous voyez le malade mental dans son lit et vous le voyez sur scène, c'est un autre homme. C'est un autre homme. Si vous voulez peut-être réagir aux extraits au fur et à mesure, plutôt que de regarder tous les morceaux que j'avais sélectionnés. D'abord. Roberto, il m'a demandé poser une question. Moi, Fanon, il arrive à Blida novembre 53. Décembre, il connaissait tout Blida. C'était parce que son emploi du temps, c'était ça. L'hôpital était construit en dehors de la ville. Maintenant, ça c'est devenu tout est devenu Blida. Mais à l'époque, les hôpitaux étaient construits en dehors des villes. Mais Fanon, 6h du matin, déjà il était devant son journal à la place centrale. Et il a connu rapidement les familles, les notables, on va dire, de la famille, des familles blidéennes.
Et il est devenu rapidement très ami avec eux, au point où j'ai un témoignage de quelqu'un, il est mort centenaire il y a 2 ans seulement, Daoud, qui était très ami avec Fanon. Il m'a dit, Abdelnour, tu peux raconter? Il m'a dit, parce que j'y ai assisté, il m'a dit, au début 54, vers janvier-février, Fanon nous a réunis, il a fait une réunion on va dire de la société civile, en invitant bien sûr les gens connus à Blida et d'Alger, y compris le rabbin d'Alger, l'archevêque ou le cardinal, je ne sais pas comment. Il disait, cette situation que je retrouve en Algérie, elle ne peut pas durer, c'est pas possible, il y a beaucoup de racisme. Il faut qu'on créer des associations. Et Daoud, il m'a dit, Abdelnour, j'en témoigne parce que j'étais présent. Ça veut dire, quelques mois après, il réussit à réunir des gens, il veut déjà rentrer en action. À l'époque, il n'y avait pas encore le FLN. Ils y étaient, mais ils étaient clandestins, donc non, je ne pense pas qu'il les connaissait. Et donc, rapidement, il allait voir les matchs de l'équipe locale, de Blida, d'où il a recruté Dahman Mokhtar, Abdelrahman Aziz. Il y a l'infirmier Amal qui raconte que c'est lui qui a recruté un imam pour animer la mosquée. La mosquée existait, parce que la loi des hôpitaux psychiatriques qui régissait la construction des hôpitaux psychiatriques voulait qu'il y ait une église et une mosquée. Mais l'église a fonctionné le jour de Noël seulement, et la mosquée était carrément abandonnée, elle n'a jamais... Et vraiment, il a dit non. Il a d'abord recruté un imam, et après, il a trouvé un malade qui récitait le Coran, qui connaissait le Coran, etc. Donc il a dit à l'imam, maintenant tu dois laisser le malade faire la prière au malade. C'est lui, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui lit de la prière. Donc, et pour lui, c'était de la thérapie, bien sûr. Tout ça, c'est la sociothérapie. Voilà, donc Fanon, je pense, et là, en faisant ma fiction, moi, j'ai fait des repérages encore à Blida, et au fait, tout le monde, j'ai été voir, pour des repérages, je cherchais des décors, les gens me racontaient que Fanon, il connaissait leurs parents, etc. Par contre, je pense qu'il était très méfiant vis-à-vis des Français d'Algérie. Il fréquentait les médecins qui étaient à l'hôpital de Blida, ils venaient pour la plupart de France. Donc, ils ne connaissaient pas le contexte algérien. Mais je pense que Fanon était méfiant de Ramé. Il connaissait l'école d'Alger de psychiatrie. Et il y a un témoignage de Pierre Chollet qu'il a sollicité pour qu'il écrive dans un journal créé par André Mandouze qui s'appelait Conscience maghrébine. Je pense qu'il a accepté une fois, il a écrit un petit paragraphe. Donc moi j'en ai déduit qu'il se méfiait beaucoup. Il est devenu ami avec les Français d'Algérie une fois qu'il avait rejoint le FLN à Tunis. C'est là qu'il a commencé à fréquenter des médecins nés en Algérie, on va dire français. Mais au début, il était très méfiant. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et Roberto, tu voulais réagir à l'essai? Merci d'abord parce que les images sont d'une richesse énorme. Si je voudrais en parler, je pourrais rester pendant des heures. Parce que voyez comment la vraie clinique, c'est de restituer la dignité au lieu, aux personnes et au savoir. Si j'ai bien compris, aide-moi, je ne voudrais pas m'être trompé, mais la mosquée, c'était une tannerie. Oui. Voyez-vous comment un lieu de prière est violé, perverti par les colonisateurs. Quel est le mot qu'on peut utiliser sinon une aliénation structurelle? Transformer le lieu de la prière dans un lieu de production, dans une tannerie. En même temps, vous connaissez bien que les écoles et les autres endroits étaient transformés dans des lieux de torture. Donc la perversion, je parle d'un terrorisme sémantique, mais aussi d'une confiscation d'essence. Parce que je ne vois plus là la mosquée, mais une tannerie.
Donc, c'est la domination de ma perception. Ma perception est violée. Et le travail clinique, c'est de remettre en place une vision qui ne soit du monde, du réel, qui ne soit pas pervertie par les colonisateurs. Fanon comprend ça. Ça, c'est vraiment l'oppression des sens, de la vue. Fanon a écrit un article que j'aime, que j'adore, sur le rapport entre la radio et les délires. Ça, c'est vraiment quelque chose. Tout doit faire un film seulement sur ça. Parce que ça, c'est. Ah, on va voir. Parce que ça, c'est incroyable comment il analyse la perversion des sens dans les temps de la colonie. Et donc, l'acte thérapeutique, c'est à la fois individuel, mais aussi global, historique, culturel, religieux. Il remet en place les choses. Je peux dire que c'est les chirurgiciens d'un chaos, les chaos de la colonie. Comme un chirurgicien, Fanon va opérer pour remettre un peu d'ordre. Et là aussi, le fait de découvrir les compétences de ces infirmiers, ça c'est d'une... Je me suis souvenu de comment je demandais à un infirmier plombier qui travaillait avec moi de réparer la maison de mon patient qui n'avait pas les moyens de réparer la salle de bain, etc. Et je me suis souvenu qu'il était aussi un plombier en regardant ça. Et là, des hommes qui font du sport, des chanteurs, s'obligent à faire des infirmiers pour des raisons économiques, parce que la raison étatique coloniale impose une autre manière de vivre et donc tue les compétences. Voir au-delà des choses, c'est le génie de Fanon. Fanon veut voir là où il veut que les choses arrivent, pas les choses là où ils sont déjà. Et ça, c'est la vraie thérapie. Merci beaucoup, Sylvain. Je ne sais pas si vous voulez, du coup, je passe à un autre extrait pour nourrir la discussion. Tant que la question de la radio a été mentionnée, je vous montre le tout petit extrait qui parle de ça, comme ça on peut y revenir. Il a été interdit par le gouvernement français, peu après. Avant 1954, la radio est, dans le domaine psychopathologique, un mauvais objet anxiogène et maudit. À partir de 1954, la TSF prend des significations totalement nouvelles. La diffusion en français des émissions de l'Algérie combattante va libérer la langue ennemie de ses significations historiques. Le même message transmis en 3 langues différentes unifie l'expérience et lui donne dimension universelle. L'Algérien, derrière chaque modulation, chaque grésillement actif, devine non seulement les paroles, mais des batailles concrètes. La lutte de l'intériorité se situe à un niveau nettement plus humain. Les perspectives sont radicalement nouvelles. De lutte de conquête et de lutte de libération. La culture spasmée et rigide de l'occupant, libéré, s'ouvre enfin à la culture du peuple devenu réellement frère. La guerre des ondes, dans le Gourbi, réédite à l'intention du citoyen la confrontation armée de son peuple et du colonialisme. En règle générale, la victoire revient à la voix de l'Algérie. Désolé de morceler comme ça le film, ça me permet de... Parce que là, ça ouvre à une autre thématique, donc j'arrête ici pour qu'on puisse parler de cet aspect-là, justement la question de la radio. Et ma sous-question liée à cet extrait, c'est aussi la question des archives. Pour ta recherche, pour trouver ces morceaux de voix de Fanon, je sais que trouver des images de Fanon en mouvement, c'est très très difficile, voire impossible, il n'y en a presque pas. Et par contre, du coup, il y a tout ce travail que tu as fait dans ce film, à la fois des sources indirectes des personnes qui le connaissaient, la question du son, des morceaux audio et puis les photos. Mais tout d'abord, revenir à cette question de la radio, je ne sais pas si... La radio ou des oui, archives de la radio, enfin, si tu as quelque chose en lien à ce morceau en particulier, et puis la question des archives. Sur la radio, ça c'est si je me souviens bien, c'est dans le deuxième livre de Frantz Fanon, l'enceinte de la Révolution algérienne, où il parle de
Berthaud l'a bien expliqué, la colonisation de peuplement, c'est de nier l'autre, en fait. Donc, je pense que si l'Algérie est aujourd'hui indépendante, c'est que les Algériens ont toujours refusé la culture imposée. Donc, la radio, elle diffusait des émissions françaises, donc c'était un mauvais objet, c'était tabou. Il ne faut pas avoir de radio. On n'envoyait pas les gens à l'école, les enfants, mes parents, parce que c'était une école française. Donc c'était juste quelques années, puis c'est tout. C'est juste pour peut-être pouvoir écrire une lettre ou lire une lettre. Donc c'était une forme de résistance. Et avec Dana, ce matin on a parlé d'Abdelkader, c'était pire au 19e siècle. Au 19e siècle, c'était haram, carrément. Maintenant on a oublié, ça n'existe plus, cette fête-là. Je disais à Dana, elle fera plaisir au Front National en France. Parce que c'était haram de vivre avec des gouvernants qui ne sont pas musulmans. Donc il y a eu beaucoup de vagues d'immigration dès la reddition de l'émir Abdelkader, d'immigration vers le Cham, vers la Palestine. Aujourd'hui, les Palestiniens d'origine algérienne, ils sont à peu près 500 000. Ça, on le dit, c'est pas très connu. Mais c'était Abdelkader, une fois qu'il s'est déclaré battu, il voulait vivre dans un autre pays musulman. On lui a tout offert en France. On l'a gardé, on a essayé de le séduire, la nationalité, on lui a proposé des terres, on lui a dit on va vous donner des terres, des chevaux, etc. Vous allez vous sentir un peu chez vous. Bon, c'est pas chez vous, mais il a dit, si vous mettez... Là, il a dit une phrase historique. Ça, c'est un témoignage, c'est écrit par un général français. Dommage. Il allait le voir. Il s'est levé, il a avancé vers la cheminée, il était au château d'Amboise. Il a dit, vous mettez le monde sur un pan de mon burnous et la liberté de l'autre côté, je choisis ma liberté. Donc, je ne vous rends jamais votre parole. Moi, vous m'avez donné la parole que je dois vivre dans un pays musulman. Je ne serai jamais ni citoyen français. Parce que il était un homme de foi. C'était haram. On ne pouvait pas vivre. Voilà. Et Fanon avait compris ça. C'est ce qu'il a. Quand il arrive à Blida, on lui octroie d'abord un service de femme française, parce que l'hôpital était partagé, bien sûr. Hommes-femmes, mais musulmans et français. Et après, on lui donne un pavillon, un service d'hommes musulmans, le fameux pavillon Renault. Les pavillons portaient les noms de psychiatres des années 30 et 40. Et Azoulay, qui était, il lui dit, qui était son aspirant, il lui dit, mais Fanon, ça fonctionne très bien dans le service français, les malades adhèrent, le ciné-club fonctionne très bien, etc., mais pas dans le service musulman. Ça veut dire, peut-être que l'école d'Alger, ils ont raison. Peut-être que l'Algérien, il n'adhère pas à la culture, etc. Et Fanon, il lui dit non, Azoulay, vous trompez. C'est, au fait, pour les malades musulmans, on représente la colonisation. Un médecin français, c'est la même chose, il représente la même chose aux colonisés qu'un policier, ou qu'un juge, ou qu'un procureur. Donc il faut passer par la culture, c'est là où il s'est mis à recruter les chanteurs. Abdelrahman Aziz, qui était la star, c'était pas un petit chanteur, c'était la star nationale. Il se trouve qu'il habitait Blida. Voilà, donc, mais par contre, il était payé par cachet seulement comme artiste. Les infirmiers, à l'époque, ils étaient... Par contre, Fanon, il avait des infirmiers musulmans, ils étaient plus instruits que les infirmiers français. Parce que, à l'époque déjà, on recrutait les infirmiers par rapport à leur physique. Il fallait qu'ils puissent maîtriser les malades. Les garde-fous, voilà. Mais les musulmans, il fallait quand même qu'ils aient quand même 10 ans d'études. Donc ils étaient bien instruits, les Dahma, les Longo, les Belgrade. Et sur les archives, moi toute mon histoire avec Fanon, moi je suis parti, je travaillais à la Cinémathèque de Blida. Je voulais vaguement devenir cinéaste. J'ai dit ça me va. C'était la Blida, il y avait beaucoup de morts par jour. Les années 90, c'était terrible.
Donc je me réfugiais dans les films, dans la fiction, pour ne pas voir l'hôpital là où travaillait Fanon. Il recevait par moyenne 100 cadavres par jour. Ça, c'est des statistiques de l'hôpital. Bref, donc je travaillais à la cinémathèque de Blida. Il y avait une cave, et dans la cave, il y avait des courts-métrages, plein de bobines, voilà. Des films pâtés qui sont restés depuis l'époque française, des films, des dessins animés, des films soviétiques, etc. Une fois, je retrouve une petite bobine avec une étiquette et c'est écrit « La mort du docteur Fanon ». Ça m'a intrigué, la mort du docteur Fanon. J'avais à peine lu à peu près Les damnés de la Terre, que j'arrivais pas à lire vraiment. Je voulais le lire comme un roman, alors que Fanon ne se lit pas comme ça. Et la mort du docteur Fanon, donc j'ai monté cette bobine au projectionniste, Kamel. Je lui ai dit, je voudrais bien voir ce film. Et au fait, c'était un film de 7 minutes, muet, qui... Ah, il y est à la fin. C'est le rapatriement de la dépouille mortelle du corps de Fanon, de Washington, etc. Que plus tard, Lakhdar Amina, il m'a dit, c'est moi qui l'ai filmé. Je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Et voilà, donc... et dans la foulée, nous avons reçu un film anglais d'Isaac Julien, qui s'appelle Black Skin, White Masks, et que j'ai rencontré dernièrement Isaac Julien pour la première fois à Londres, il y a 15 jours. Et le film de Julien, un film très intelligent, qui raconte Fanon, mais à l'époque, comme Blida c'était compliqué, l'Algérie, etc., il n'a pas pu venir tourner en Algérie, et je me suis dit, comment on peut raconter Fanon sans raconter l'Algérie? Ça me paraissait pas possible, mais quand même, je faisais moi mon travail de cinémathèque, donc j'ai été voir à l'hôpital, j'ai dit voilà, on a reçu un film, je cherchais un public pour ma salle de cinémathèque. J'ai dit on a un film anglais sur Fanon, ça pourrait vous intéresser, vous, l'hôpital France Fanon, etc. Et j'ai rencontré un psychiatre qui s'appelait Bachir Rideau. Il m'a dit garde ton film, dans 3 mois je te rappelle. Il m'a dit j'organise quelque chose sur Fanon, etc. Et 3 mois après, il m'a présenté, donc il m'a téléphoné, j'arrive à son bureau c'était une grande salle comme ça, il donnait des cours, il faisait tout. C'était un bureau de consultation, il donnait ses cours là, il faisait tout là. Il y avait 30 personnes et il m'a dit tous ces gens-là ont travaillé avec François. Et je me suis dit voilà, il faut faire un autre film, il faut les filmer, ces gens-là, les infirmiers. Après j'ai cherché à l'hôpital, il y avait même des malades qui étaient toujours là. Les 2 qu'on a vus tout à l'heure, c'est des malades. Enfin, des patients qui... ça devient des cas sociaux. Ils ont vécu toute leur vie, maintenant, ils sont morts à l'hôpital. Merci beaucoup. Réaction de Roberto Silber? Oui, peut-être, vu le temps, on ouvre à la salle s'il y a des questions, réactions. Moi, j'inclure les extraits, le cas échéant, pour la suite. Oui. Je vais faire circuler le micro. Merci. J'ai une toute petite question et une question d'analphabète. Quand Roberto disait, si j'ai bien pris la note, le corps du rebelle, le corps se rebelle à l'idée d'oublier Acquitté. Le discours de reconnaissance ne vaut pas quitus. Voilà. Mais pourtant, à la sortie de différentes guerres civiles, il y a beaucoup de gens qui disent nous pouvons pardonner, mais nous n'oublierons jamais. Il n'y a pas une contradiction là? Voilà, c'était juste ma toute petite question d'analphabète. Ah si, j'avais une toute petite question aussi pour monsieur. Quand Fanon arrive donc à Blida en novembre 1953, eh bien évidemment il est noir. Alors je sais bien qu'il y a des Arabes noirs, mais pas beaucoup. Il n'y a jamais non plus cette question qui affleure dans son début d'instant, parce qu'après il devient le docteur apprécié et tout ça, mais le premier contact, voilà, de ce point de vue-là. Je pense qu'il y en avait une autre, peut-être en conclusion. Mais si, ma question c'est pour vous, mais c'est Zaza. Je m'excuse pour la prononciation.
C'est pour revenir à cette question de l'Algérie au 19e siècle. Je sais que, par exemple, la population d'Algérie, elle avait le droit, elles étaient nationaux français après la conquête, ils avaient la nationalité française, mais pas la question de la citoyenneté française. C'est seulement en 1956, avec la loi Lamine-Gueye, qui la citoyenneté elle a donné. Donc en fait, ma question c'est, si par exemple, si le cas de l'Algérie, elle est comme le cas de communes au Sénégal, que la citoyenneté elle est déjà donnée depuis le début de la conquête, c'est cette, je sais pas si cette refus de la culture française, elle serait aussi forte, comme on a vu pendant les 19e siècle et le 20e siècle, aussi les cas, elle était différents. Parce que moi, par exemple, je sais aussi que les nationaux algériens qui demandaient la nationalité française, même s'ils arrivent à avoir la citoyenneté française, ils étaient distingués comme citoyens catholiques musulmans. Donc depuis le début, il y a eu ce conflit des religions. Ici, ma question c'est celle-là, si la citoyenneté est englobée d'une manière générale, si les fonds peuvent être différents. Merci. Vous pouvez parler? Oui, j'attends que... Pardon, oui, D'abord, bonjour. Le micro ne semble pas marcher. C'est rapproché, non? Ça va prendre quelques instants pour se rallumer. S'il est passé ouvert, ça prend juste quelques instants. Voilà, c'est bon. Bonjour. C'est une question pour Monsieur Beneduce. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Vous parlez de sujet diasporique. Et donc Fanon était un sujet diasporique puisqu'il est de la Martinique. Et en Martinique, on a une histoire particulière qui est celle de la mise en esclavage, de la traite transatlantique, de la colonisation et du colonialisme, qui s'exprime d'ailleurs encore aujourd'hui. Et à ce propos du sujet diasporique, vous précisez qu'il est obligé de s'acquitter, ce qui est effectif. On lui demande non seulement de s'acquitter, mais aussi d'oublier le passé. Et dans ce sens-là, je voudrais vous demander quelle est votre analyse de la question des réparations. Alors, non pas des réparations, c'est un processus qui est très, je dirais, polysémique à l'heure actuelle et controversé, mais nous, puisque j'appartiens à la Fondation Frantz Fanon, et entre autres, je suis la fille de Frantz Fanon, je voulais, puisqu'on travaille sur cette question des réparations, j'aurais aimé avoir votre analyse à la fois en tant que psychiatre, puisque quand on est psychiatre, on répare aussi des traumatismes, des fêlures, des ruptures avec le lien social. Et je voulais avoir votre... Nous, on essaye de travailler sur des réparations collectives, politiques, et à la fois décoloniales, au sens où Hannibal Quirano l'entend, c'est-à-dire de lier le capitalisme, le racisme et le genre dans son aspect le plus global. Donc voilà, je serais assez intéressée d'entendre, d'avoir une réponse, ou en tout cas un début de réponse sur ce point-là. Parce que c'est une longue question, mais c'est une question difficile et qui divise beaucoup actuellement, puisqu'il y a dans certains pays des processus de réparation, mais qui sont, quand on va aux États-Unis, ce sont des réparations d'ordre individuel, et rarement d'ailleurs, et où on voit des réparations aussi d'ordre libéral, telles que l'ont fait les États de la CARICOM en envoyant des lettres aux anciens colonisateurs. Il y a des réponses célèbres de Tony Blair sur ça, qui ignorent ce genre de réparation et qui même, non pas ignorent, mais s'en moquent. Merci. Je vais prendre toutes les questions en même temps, mais oui, c'est ça. il y a encore un autre qui était encore mal. Ah, mal.
Bonjour. Je pose ma question spécialement à Roberto Beneduce. Par rapport à ce que vous avez dit, que normalement on parle toujours des traumatismes des acteurs de violence, mais pas des victimes. Et je voudrais penser par rapport à des génocides, par exemple celui en Bosnie ou du Rwanda, parce que là, il me semble qu'il y a des questions qui sont plus complexes, parce qu'ils ne sont pas des soldats qui ont tué d'autres soldats ou des civils, mais ce sont des voisins, des gens qui avaient des relations proches, qui se sont entretués, et aussi parce que ça n'a pas été tous les Tutsis, tous les Hutus qui ont tué des Tutsis, ni pas tous les Serbes qui ont tué des Bosniaques ou d'autres, ou musulmans ou d'autres. Donc, je voudrais vous demander de réfléchir un peu à comment est-ce qu'on peut réfléchir à ce genre de relations et comment traiter des victimes ou des bourreaux dans ces cas. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Je n'ai pas la présomption de donner des réponses. Il s'agit plutôt de commencer, si vous voulez, un dialogue-réponse, réponse-dialogue, si vous voulez. Parce que c'est des questions énormes. Alors, la première question. D'abord, je pensais en particulier à cette image. Je vous accompagne dans les salles du Centre Fanon naturel Nouana. Il y a les personnes qui sont devant moi et qui parlent des choses bizarres. Aujourd'hui, ils sont tourmentés par des esprits, ils parlent de beurre dans leur corps, etc., etc. Ce corps symptôme, lorsqu'il rencontre un médecin, une catégorie diagnostique ordinaire, n'est qu'un corps délirant, délire religieux, un corps psychosomatique, etc. Pour moi, c'est par contre un corps qui ne veut pas accepter d'être classé, défini, nommé, réduit à un diagnostic hégémonique. C'est un corps qui veut être reconnu autrement. Pas seulement sur le plan de la culture, mais d'un corps qui est à la fois, et je commence aussi à parler, bonjour Mireille Fanon, finalement on se rencontre, et qui veut être reconnu comme un corps collectif, pas comme un corps individuel des malades. C'est ça le paradoxe et la grande confusion de l'ethnopsychiatrie. Le problème, c'est que les sujets migrants diasporiques arrivent devant nous, pas comme un malade individuel, mais comme un malade corps social, un malade corps colonisé, un malade corps collectif oublié, qui a souffert aussi à cause des hypocrisies étatiques post-coloniales. Parce que vous savez bien que tous ces corps-là ont été obligés de renoncer à leur langue, à leur tradition, etc., même après la colonisation. Alors je veux dire, c'est un travail thérapeutique énorme qui pour moi, ça devient la continuation des idées des Fanon. C'est-à-dire, je dois retrouver dans ce symptôme le symptôme de l'histoire, le symptôme d'une collectivité. Et je parle souvent du corps, du symptôme comme palimpseste. C'est-à-dire que c'est ma responsabilité de voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Pas de me contenter de calmer les symptômes. Et donc, je viens aussi à la question fondamentale de Mireille Fanon. Je me permets de vous nommer comme Mireille. J'ose vous... Je trouve cette histoire de la réparation affectée par l'idée de la transformer dans un acte bureaucratique. La réparation ne peut pas être jamais un acte bureaucratique, parce que l'acte bureaucratique se contente de renommer la question, de la confier à un vocabulaire d'ordre légal. Une déclaration,
une autorité qui parle au nom d'une nation, d'une société. Mais ce n'est pas ça. La réparation qui peut éventuellement donner une réponse, c'est un effort qui commence et qui ne veut pas fermer l'histoire. La vraie réparation, c'est un acte qui s'ouvre, pas un acte qui ferme la reconnaissance d'une faute. Et alors, je trouve que, pour continuer un peu à jouer avec les mots, qu'il y a une réparation qu'on n'a pas encore souvent trouvée, qu'on hésite à envisager, et une réparation aliénée, qui prétendent fermer les choses, fermer la mémoire et dire, ok, on a reconnu notre faute, vous vous rappelez que Berlusconi voulait donner 5 milliards d'euros à la Libye, etc. C'est des actes économiques, bureaucratiques. Ça n'a rien à voir, à mon avis, en tant que clinicienne, avec la vraie question de la réparation. Parce que la question de la réparation se pose sous les problèmes psychiques, éthiques, religieux. C'est vraiment un mot énorme. La réparation, c'est un acte continuel, infini. Alors, en tant que, comme Blanc Violer, est-ce que je peux dire, ok, je reconnais ma faute, je fais 10 ans de galère, voilà, la réparation est faite. Non, parce que je suis entré dans le psychisme, dans la vie d'une victime, et je ne sors plus. Le problème, c'est que les colonisés, parce que la colonie, les bourreaux veulent ça, a dedans les colonisateurs. La souffrance de la victime, c'est avoir dedans cette présence. Alors la réparation, c'est un acte, un processus continuel, très respectueux, capable d'éviter de se réduire à une réparation partielle, bureaucratique, qui donne des dates. La réparation n'accepte pas, la vraie réparation ne peut pas accepter un calendrier. Aujourd'hui, on répare la mémoire de Oden, demain la mémoire de, etc., etc. Ça, c'est faux. Et je trouve que vous avez justement mentionné un auteur qu'on aime beaucoup, Quijano, qui dit que la réparation doit reprendre toute la continuité des violences, des genres économiques. Et comment on peut se dire, moi je reconnais la violence, la torture d'Oden, et je continue à tuer au Mali, à prendre l'uranium du Niger, etc. Ça c'est faux, c'est grotesque. On ne peut pas réparer d'un côté et continuer à faire le travail des colonisateurs de l'autre côté. Ça c'est l'hypocrisie de rendre la réparation un processus bureaucratique. Je pense que l'inquiétude de beaucoup de peuples colonisés, c'est aussi de voir que cet acte, c'est aussi un acte hypocrite. Je ne peux pas aujourd'hui dire, je répare, et demain je continue à tirer les ressources naturelles du pays où tout vit, et tout est en train de vivre. Et finalement, la question, pour moi, fondamentale, si réparation peut y avoir, si thérapie peut y avoir dans ce cas, c'est une thérapie collective. Et là, c'est tout à fait un défi, parce que personne ne connaît le signifié de la thérapie collective. Je le dis en tant que clinicien, en sachant en même temps que les personnes ne se contentent pas d'être soignées collectivement, elles veulent aussi avoir une thérapie qui les écoute individuellement. Alors, si vous voulez, l'effort est gigantesque. Je dois penser à une thérapie collective qui n'oublie pas l'individuel. Je dois penser à une thérapie individuelle qui n'oublie pas le collectif. Ça, peut-être, Fanon l'avait déjà envisagé. Mais oui, c'est ce qu'il dit quand il parle du sens de l'autre, de l'altérité, de l'amour de l'autre. Nous, c'est comme ça qu'on entend les réparations. Oui. C'est bien pour changer le sens de l'autre et l'intersubjectivité. C'est ça. Non, mais c'est une question énorme et là, il faudra vraiment travailler parce que on ne peut pas avoir l'arrogance d'avoir compris. Je me refuse d'accepter l'idée de la réparation comme acte bureaucratique qui a son sceau historique, que ça date, aujourd'hui on a réparé ça. Non, ça c'est grotesque. Et je reviens à la dernière question fondamentale. Victime et bourreau, on dit souvent que
la violence multiplie les zones grises. Et le Rwanda, par exemple, c'est un exemple typique. Qui est le bourreau? Le bourreau, c'est peut-être un paysan, mon voisin, la personne avec laquelle on avait parlé jusqu'au jour avant. Et il faut penser peut-être à une théorie de la violence traumatique comme une violence qui a blessé l'intimité. Parce que je me confonds depuis quelque temps. L'angoisse du traumatisme colonial, c'est aussi une angoisse qui tire son origine du fait que la violence ne se produite pas entre deux extrêmes étrangers l'un à l'autre. C'est produite à l'intérieur d'une relation où circulaient déjà des affects, des émotions. On se connaît dans la colonie pour jouer, vous me comprenez. La Bosnie, le Rwanda, même les États-Unis, on se connaît blanc et noir. Les noirs connaissent mieux que les blancs, mieux que les blancs se connaissent eux-mêmes. Et quand un policier blanc tue un noir à Los Angeles, c'est une tuerie entre des voisins. Ce n'est pas deux mondes séparés. Donc, il faut reprendre la puissance de l'expression zone grise, la faire exploder pour ne se contenter pas d'une théorie banalisante, prête à porter comme la théorie du PTSD. Et quand il y a les experts qui arrivent au Rwanda, ils veulent faire des traitements des Tutsis traumatisés, utilisant les catégories de la psychiatrie occidentale, je m'énerve. Parce que ça, ce n'est pas le cas. Mais je le dis littéralement, parce que je le trouve quelque chose d'offensif. C'est banalisant. Offensant. Offensant, pardonnez-moi. C'est offensant, traiter comme ça la violence qui a vraiment empoisonné des relations existantes, pas des entités étrangères l'une à l'autre. Je ne sais pas si je m'arrive à expliquer. Et là, la vraie théorie encore nous manque. Il faut l'élaborer ensemble. Merci beaucoup, Roberto. Abdelnour, vous voulez répondre sur quelque chose, sur une question, il me semble. Oui, sur la question, j'ai jamais eu on m'en a jamais parlé de la différence, on n'a jamais parlé de Fanon comme homme noir. Je parle du tout début, bien sûr. Hein. Au tout début, oui, bien sûr. Je pense qu'ils n'étaient pas surpris, d'autant que de sa couleur de la peau, néanmoins. Mais par contre, il n'était pas aimé du tout par ses collaborateurs, infirmiers, etc. Français. Algérien. Algérien, oui, d'accord. Musulman, comme on disait à l'époque. Parce qu'il les faisait travailler beaucoup. Pardon, il ne s'arrêtait jamais. Jour, nuit, etc. Et surtout, il faisait aussi l'interprète. Donc, ils ne sont pas des interprètes professionnels. Fanon voulait donner beaucoup d'importance aux mots de ses patients. Donc, il voulait la traduction la plus précise possible, etc. Mais malheureusement, quand ils ont commencé ils ont adhéré après rapidement, il les a séduits par le football, la musique, etc. Mais il a construit, on parle du stade, mais il a construit aussi une salle de cinéma qui existe jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, qui sert à faire des colloques, et il a construit avec des malades et des infirmiers. Voilà, on parlait de salle de cinéma, mais il y a une salle de cinéma. Je ne sais pas si elle est dans... Ça, c'est un film que j'ai fait depuis plus de 20 ans, j'ai oublié. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas? Ouais. Il y a la salle de théâtre. Est-ce que c'est la même? On voit un plateau. Ah, je crois. Ben, il n'y a qu'une seule. Au moins de l'extérieur, je pense qu'elle est filmée. Et bref, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'ils ont compris aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, Fanon était ses amis, il avait très peu d'amis, mais ses amis proches étaient des musulmans. Donc je pense que Lida, petite ville, ils ont vu ses fréquentations, etc. Ils ont compris qu'il était plutôt contre anticolonialiste. Ils ont compris rapidement. C'était sur
j'ai pas compris vraiment votre question. C'est la question de la citoyenneté, Ah oui. Ouais, la nationalité. Ah oui, les Algériens, ils n'ont jamais été français. Jusqu'aux années, alors les 50 premières années, je pense que les recensements ont commencé en 1880 par là. Voilà. Après, oui, pour voyager, je pense que mon père avait un passeport, mais c'était écrit français musulman. C'était le fameux deuxième collège. Donc le vote, il y avait deux votes, il y avait premier collège et deuxième collège. Si on était citoyen, je ne sais pas, parce que les Algériens, ils étaient soumis depuis plus d'un siècle. Je pense que c'est une colonisation qui a failli réussir, malgré la différence de religion. Je pense que les colonisateurs, ils ont échoué à... Ils ont tout fait, bien sûr. Les premiers colonisateurs, l'armée, les militaires, ils comptaient parmi eux des religieux, bien sûr, et des médecins. Les médecins, c'est très important, c'est un pilier de colonisation. Et les religieux, comme celui maintenant qui est très connu, on parle de lui, comment il s'appelle, du Sahara, du désert. Voilà. Louis Massignon. Non, qui est enterré au Gard, à Tamanrasset. Mais c'est pas Louis Massignon? Bref, non, très connu. Pardon. Donc, après, dans les... Ouais, voilà, de Foucault. Charles de Foucault, qui est religieux, mais c'était un agent de la colonisation. C'est clair. Et la citoyenneté, je pense qu'ils l'ont jamais eu. La citoyenneté, oui, ça n'a jamais. Bah, peut-être avec les deux collèges. La nationalité, mais pas la citoyenneté. Les Juifs, oui. Les Juifs, à partir de 1871, ils ont eu la nationalité et la... Donc ils ont commencé à changer leur prénom, parce qu'ils s'appelaient... ils avaient des noms arabes, évidemment. Après, c'est devenu... ils ont changé leur prénom. Après, il y a eu une parenthèse pendant Vichy, ils sont redevenus juifs. On leur a enlevé l'âge. Et ça a été... ça leur a été réoctroyé après 1945. Voilà. Mais il y a une question qui ne pouvait jamais réussir en Algérie, c'est la terre. Oui, c'est ce que je disais au 19e. Non, mais quand vous avez dit que c'est vrai qu'il y a des colonisations qui réussissent. On regarde les Amériques du Nord et du Sud, pour le meilleur ou pour le pire, c'est des colonisations qui réussissent. Mais là, il y a la question de la terre. Ils ont réussi parce qu'ils ont christianisé. Ou ils ont génocidé. Ou génocidé, bien sûr. Génocidé quand même. Bien sûr. Génocidé, bien sûr. Les Antilles, par exemple, les Antilles, les îles, les Caraïbes, d'où vient Fanon, il y avait des gens là-bas. Les Antillais qui ont été génocidés jusqu'au dernier. Les premiers colons 16e, 17e, c'était des fous. En fait. Ils voulaient créer une autre population, des laboratoires. D'ailleurs, il y a une île qui s'appelle La Réunion. Ils voulaient essayer une réunion de gens. Ils ont ramené un peu de Chinois, un peu d'Indiens, un peu d'Arabes, un peu... Ils voulaient savoir qu'est-ce que ça donne. Bon, bien sûr, malheureusement, ça a donné un peuple... pas tous, heureusement, mais c'est très compliqué. J'ai connu beaucoup de réunionnais. Enfin, bref. Mais je parlais avec Dana ce matin de l'actualité, Palestine, etc. Elle m'a dit, tu es optimiste. Je lui dis, les Arabes musulmans, ils sont incolonisables. Un jour, la Palestine sera palestinienne. Ça, il faut sinon, ça va continuer. Bon, bien sûr, parce qu'on est les musulmans, ils sont prêts à mourir. Parce que le monothéiste, il croit en paradis, etc. C'est pas un problème. Pour eux, la mort, de toute façon, c'est beaucoup mieux que de vivre à Gaza. C'est un repos éternel, etc. Et surtout, c'est un paradis assuré. Et surtout, c'est ce que j'expliquais au 19e, parce qu'au fond, maintenant les religieux, ils l'ont oublié, parce que je suis en train de me documenter beaucoup sur l'émir Abdelkader, et j'ai découvert ça, je viens de découvrir ça, que c'était illicite de laisser un gouvernant qui n'est pas de ta religion. Les Israéliens, ils peuvent mettre un président et un vice-président, comme ça s'est fait au Liban.
musulmans et juifs, etc., peut-être qu'ils pourront réussir, mais en continuant à nier la religion, la terre, etc., c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf que ça nous fait souffrir, nous qui sommes loin. Toute l'humanité, on est malade à assister à ce spectacle quotidien. Mais ça va durer encore. Ça va durer peut-être de nombreuses années. Il y avait une toute dernière chose que peut-être Roberto voulait ajouter sur la question de la citoyenneté, et puis on sera obligé. 3 secondes. À partir de votre question et de la réponse que nous venons d'écouter, il faut penser dans le cadre de la violence judiciaire, sémantique, du colonialisme capitaliste, la question des normes, ça c'est un chapitre énorme, non, l'Algérie. Et la citoyenneté, il faut la voir, je le dis souvent, comme une nouvelle pathologie. Le fait de la octroyer, de la retirer, de la modifier. Collectionner. Ça c'est un laboratoire de symptômes. Il faut reconnaître, quand je parle avec les immigrés qui me disent c'est 22 ans que j'attends de la citoyenneté. Alors je suis face à un symptôme, ce n'est pas un acte de reconnaissance. Et donc la démocratie, le Cap a créé autour de la citoyenneté une nouvelle symptomatologie. Je parle de la pathologie de la citoyenneté, de la iatrogénie de la citoyenneté. Non, mais je rebondis vite. Non, parce que hier, j'étais à l'aéroport d'Alger pour prendre l'avion pour venir à Bordeaux. Et les deux femmes, les 2 jeunes femmes, elle m'a dit, elle a un passeport, bien sûr, dans la carte d'embarquement. Elle m'a dit la carte d'identité française. J'ai dit, j'en ai pas. Elle m'a dit, visa, vous n'avez pas de nationalité. J'ai dit, non. Elle m'a dit, espérons un jour. Non, mais t'es en plein dedans, Roberto, bravo. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, après, elle m'a dit, ouais, pour une facilité, en moi, vous allez, vous venez. Bon, mais vraiment merci beaucoup à Robert, Abdenour, Silver et à vous pour être restés avec nous jusqu'à ce moment, même en ligne. Et voilà, maintenant, à demain. Rappelez-vous.